Et voilà, c'est l'heure de notre grand rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux. Bonjour Guillaume, Bonjour bienvenue. Delphine, merci. Je rappelle que vous êtes le président de Gatsby, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising et évidemment chroniqueur pour Smartech, de ces grands enjeux de l'industrie du jeu vidéo. Alors, on va commencer par un point politique, Guillaume. Et oui Delphine, parce qu'il faut quand même bien le dire, nos politiciens ne parlent jamais du jeu vidéo. Oh. Jamais, jamais, jamais. Alors que 70% de la population française joue aux jeux vidéo, alors que le jeu vidéo... Ils y jouent eux-mêmes. Peut-être même que le jeu vidéo, c'est quand même très fédérateur, et que le jeu vidéo est, je le rappelle, la première industrie culturelle du monde. Et si je voulais même être encore un peu plus cynique, d'ailleurs, nos politiques n'incluent jamais dans les débats publics ou très très peu les enjeux culturels. Je vous mets au défi, Delphine, de me citer les 3 derniers ministres de la culture, à part Rachida Dati. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport vraiment entre les jeux vidéo et la politique ? Où vous voulez en venir surtout, quoi. Exactement. Eh bien, écoutez, figurez-vous, Delphine, que non seulement la majorité des populations, et ça dans le monde, sont des joueurs, mais qu'en plus, dès le début de l'avènement des ordinateurs personnels, il y a eu des jeux de simulation politique. Moi, je me souviens, dans les années 80, vous n'étiez pas encore né, mais d'un jeu qui s'appelait President Elect, qui était un jeu de simulation des élections américaines, dans lequel vous pourriez refaire les matchs Kennedy, Nixon en 1960, Carter, Ford en 1976, Reagan, Carter en 1980, et c'était génial. Alors, les graphismes étaient très rudimentaires. De l'époque, oui. C'était de l'époque. On jouait pas à la souris, d'ailleurs. Donc, c'était des interfaces homme-machine qui étaient un peu compliquées, mais ces jeux-là, qui étaient des jeux de simulation, vous apprenez à tenir un budget de campagne, récolter des fonds pour faire valoir vos idées, faire des arbitrages dans tel ou tel État, un État où vous étiez très puissant, vous allez pour renforcer votre influence, ou vous allez plutôt voir des États dans lesquels vous étiez plutôt en minorité. Bon, il y avait tout ce jeu-là, c'était des jeux exceptionnels dans lesquels on passait des jours et des nuits, captivants, surtout quand on arrivait à réécrire l'histoire. Ça, c'était vraiment canon. Et en fait, on retrouve ce genre de jeu dans toutes les grandes démocraties, pour tous les grands rendez-vous, on va dire, électoraux, depuis les années 80. Mais le côté ludique, le côté simulation de ces jeux, c'est au fil du temps transformé dans un caractère, on va dire, un peu éducatif, à l'instar de ce que fait aux États-Unis iCivics. Qu'est-ce que vous entendez par éducatif ? Écoutez, les jeux qui traitent de la politique sont devenus aujourd'hui des outils éducatifs qui expliquent les rouages, si vous voulez, des élections. Par exemple, l'éditeur iCivic montre comment est-ce qu'on se fait élire à la tête d'un parti. Le commun des mortels ne le sait pas forcément. Comment est-ce qu'on se fait élire au Congrès ? Comment est-ce qu'on se fait élire député ? Quel est le rôle d'un député ? Et au-delà de la mécanique, j'ai envie de dire, administrative préélectorale, ces logiciels nous proposent de détailler aussi et de mieux connaître les propositions des différents candidats et des différents partis. Et là, la manière dont ils font, c'est assez génial, puisque c'est sur le principe du d'accord, pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer des affirmations. Est-ce que vous êtes pour ou contre le droit du sol ? Est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire ? Est-ce que vous êtes pour ou contre instaurer une taxe pour les super riches ? Et donc, vous répondez, je suis d'accord, je suis pas d'accord, oui, non. Et après une centaine de propositions, qui vous sont présentées et sur lesquelles vous vous exprimez, les algorithmes vous dirigent vers tel ou tel candidat, tel ou tel parti. C'est exactement ce qu'a fait l'application Élise pour les élections présidentielles en 2022, ou l'application Adeno, là, pour les élections européennes très récemment. Et ce qui est sympa, c'est qu'au travers de ce jeu un peu Tinder, quoi, voilà, je prends pas, j'aime pas, avec des propositions, vous vous retrouvez dans une case qui parfois, et j'ai même envie de dire très souvent, surprend en fait la personne qui se met à jouer à ce type de jeu. Et là, on voit que déjà, c'est un certain retour par rapport à soi-même, et puis quand on en parle effectivement avec son entourage, ça peut créer parfois des discussions intéressantes. Et donc, en fait, la politique dans le jeu vidéo, c'est presque devenu du serious gaming, en fait. Oui. Et quelle est la population qui joue à ces serious games ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la population typique de ce type de jeux vidéo, serious game, c'est entre 15 et 20 ans.
c'est des gens qui ont envie de découvrir la démocratie, c'est des gens qui ont envie de découvrir les programmes de tel ou tel candidat, de tel ou tel parti, et en fait, ça les aide à mieux appréhender aussi le fonctionnement en fait de la vie politique de leur pays, comme effectivement ce qui s'est fait avec l'application Élise. Et en fait, de tout ça viennent des discussions, notamment avec les parents, les confrontations d'idées. Ah bon, mais t'étais de gauche, mais est-ce que tu penses ça? T'étais de droite, mais tu penses ça? Et donc, en fait, on a un vrai débat démocratique qui, au travers de ces jeux, s'instaure dans tous les foyers et qui aide, à mon sens, les gens à se forger une vraie opinion politique basée sur des faits réels et des propositions tout à fait concrètes. Alors, j'ai rien trouvé sur les élections législatives qui se déroulent parce qu'elles sont un peu anticipées. Alors, elles sont anticipées, puis il faut dire aussi que... Il y a les chatbots maintenant qui font ça. Alors, je ne sais pas s'il y a les chatbots, mais en tout cas, on peut aussi dire que les propositions, on va dire, des différents partis aujourd'hui sont un peu inaudibles. Et c'est peut-être une des raisons. Alors, on va s'intéresser maintenant aux jeux sur Xbox. On va s'intéresser... je dis sur Xbox. Xbox. Des jeux Xbox. Ben alors, on peut enlever beaucoup de choses parce qu'on va parler des jeux sur Xbox, sans Xbox. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est un secret de polichinelle. La PS5 a gagné la bataille des consoles de nouvelle génération. Il y a eu plus de 60 millions de PS5 qui ont été vendus, un peu moins de 30 millions de Xbox qui ont été vendus. Voilà, je ne vais pas dire que la messe est dite, mais enfin, comme on a à peu près la même proportion dans tous les pays, elle est quand même un petit peu, elle se prépare, on va dire. En revanche, ce que fait très bien Microsoft, c'est toute la communication et c'est de bien gérer son service qui s'appelle Xbox Game Pass, qui est un service d'abonnement auquel tout un chacun peut s'abonner pour avoir accès, sans en être propriétaire, à des jeux. Et ce service, il marche très bien. Et on peut se dire qu'à l'aune de l'intégration d'Activision. Vous vous souvenez que Activision a été racheté par Microsoft, qui possède des IP de jeux qui sont absolument phénoménaux, que le rachat ne va faire que renforcer cette dynamique. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle Microsoft? Quand on a un service de jeu qui marche du tonnerre de feu, et puis une console qui est plutôt seconde sur deux, en fait. Vous allez me répondre, cloud gaming. Absolument, Delphine, absolument. Et de manière très intéressante, dans le cloud gaming, on voit que Amazon et Microsoft viennent d'annoncer un partenariat tout à fait étonnant pour démocratiser encore le Xbox Game Pass. Qu'est-ce qui se passe? Amazon d'un côté et son Fire TV, Xbox de l'autre avec son Xbox Game Pass. Qu'est-ce que c'est qu'un Fire TV? En fait, c'est un appareil que vous insérez dans n'importe quelle télé, qui la rend téléconnectée, qui rend un service qui est extraordinaire. C'est de pouvoir, c'est de permettre l'accès à des services web et à des applications. Typiquement Netflix, Prime Video et Xbox Game Pass. Et en fait, au travers de ce device, donc vous avez accès à Xbox Game Pass, vous branchez votre manette à votre Fire Stick, et puis pour 44 €, qui est le prix de l'Amazon Fire Stick, vous pouvez accéder en cloud gaming à tout le catalogue de la Xbox Game Pass. Ça, c'est très intéressant, parce qu'au-delà du prix, si vous voulez, c'est un élément de démocratisation qui est absolument phénoménal. Le cloud gaming, ça marche très 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 bien aujourd'hui, et ça veut dire quand même pas mal de choses derrière. Le cloud d'Amazon s'oppose très souvent au cloud de Microsoft. Dès qu'il y a une grosse société qui fait un appel d'offres sur le cloud, toujours Amazon et Microsoft, Google d'ailleurs aussi, ils se tirent tous un peu la bourre. Pareil, quand il y a des questions de l'administration qui cherche à sauvegarder ces données, ils vont soit dans un cloud à droite, soit dans un cloud à gauche. Et dans le jeu vidéo, ils se sont mis d'accord. Le cloud, c'est Microsoft. Le terminal d'accès, c'est Amazon. Allez, on va partir du côté de Roblox. Alors, Roblox, je le rappelle, c'est un ensemble d'outils de développement, le langage Lua, qui permet de développer des jeux vidéo. Et c'est aussi un portail qui permet l'accès à des jeux dans un univers très cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire un univers cohérent? Ça veut dire que sur Roblox, quand vous créez un personnage, un avatar dans un jeu, vous pouvez, avec ce même avatar, aller jouer à un autre jeu Roblox. Et puis, vous avez même une monnaie qui s'appelle Robux, qui vous permet d'acheter
des choses dans un jeu, de les utiliser dans un autre. Quand vous gagnez de l'argent dans un jeu, vous pouvez aussi vous en servir pour skinner votre avatar ou le rendre plus swag. Bref, c'est une plateforme qu'on appelle UGC, User Generated Content. Tout le monde peut créer des jeux dans Roblox. Donc il y a des jeux qui sont très bien, il y a des jeux qui sont moins bien, mais il y a des jeux qui sont très bien. Et d'ailleurs, Roblox est devenu, en 10 ans, un monstre, j'ai envie de dire, dans le jeu vidéo. C'est une société cotée, 24 milliards de dollars de valorisation, et la société revendique 70 millions d'utilisateurs par jour, en grande partie en dessous de 18 ans. Donc c'est une cible, on va dire, notamment pour les publicitaires, qui est parfaite et idéale. Eh bien, Roblox, c'est la nouvelle, vient d'annoncer qu'il se penchait sur une intelligence artificielle générative de 4D, dite 4D. Donc qu'est-ce que c'est ? On connaissait l'intelligence artificielle générative 2D, hein, c'est les mid-journées où vous avez la possibilité de créer des tableaux ou des peintures ou n'importe quoi, enfin des arts graphiques en 2D. Roblox a introduit l'année dernière une intelligence artificielle générative de forme, donc en 3 dimensions, voilà. Et donc ça, c'était très bien, parce que là où les développeurs faisaient une dizaine de formes, une quinzaine de formes hier pour leurs jeux, aujourd'hui, ils peuvent en créer des centaines. Donc les jeux sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus riches. Les décors de jeux sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus riches. Et bien là, ils viennent d'introduire une intelligence artificielle générative de 4 dimensions, dans laquelle cette intelligence artificielle va calculer, en fonction des paramètres des formes, les interactions entre ces formes. Typiquement, vous avez un matériau qui est très dur, qui rencontre un matériel qui est beaucoup plus mou. Eh bien, les formes de déformation, les déformations vont être calculées automatiquement par des algorithmes pour que, entre guillemets, ces déformations soient physiquement extrêmement réalistes et prévisibles. Des jeux plus beaux, des jeux plus denses, on va dire, graphiquement, dont les déformations sont plus réalistes. On va avoir encore plus de jeux, de beaux jeux et encore plus de joueurs dans Roblox. Alors Guillaume, je sais que vous vouliez nous parler de plein de choses, mais moi, je m'étais particulièrement arrêtée sur Vaudou. Alors, Vaudou, la société française un peu chouchou ici, pardon. J'avoue, oui. Voilà. Donc, c'est la société qui a imposé et proposé au monde des jeux dits hyper casual, 7 milliards de downloads, 150 millions de joueurs par mois. Bon, une licorne française, très clairement. Et à juste titre, parce qu'ils ont inventé un nouveau type de jeu, un leader mondial. Vous avez joué à LX Jump, j'imagine, à Paper.io. Non, je ne fais pas partie des jeux qui jouent. Ah bon, au jeu Hyper Casual, vous êtes une des rares. Ouais, alors, l'histoire de Vaudou est très intéressante, Delphine, parce que le modèle très lucratif de l'Hyper Casual, en fait, a connu, à l'aune des années 2022-2023, on va dire un ralentissement. Pourquoi ? Parce que les règles publicitaires se sont un peu durcies, hein, typiquement que le RGPD, avec les consentements, avec des règles IAB qui constamment, on va dire, vont dans le sens de la protection des données personnelles, qui vont donc contre l'intérêt des publicitaires, qui veulent vraiment cibler le plus possible. En tout cas, ils doivent revoir un peu leur modèle économique. Voilà, donc le modèle économique a dû être revu. Et puis aussi, il y a un nombre de jeux dans les App Store qui est... Avant, il y avait principalement Vaudou. Maintenant, il y a des centaines de milliers de jeux qui sont sur le même créneau. Donc, oui, Vaudou sait bien monétiser ce jeu, mais ils ont dû revoir, si vous voulez, en 2022, leur modèle d'affaires. Donc, ils sont allés sur les jeux casual, c'est-à-dire des jeux avec un peu plus de profondeur, dans lesquels vous jouez plus quelques semaines, mais là, entre guillemets, vous jouez plusieurs mois, et donc comme vous investissez plus, vous pouvez aussi investir de l'argent, et donc dépenser de l'argent, et donc c'est des jeux qui sont en partie financés par la publicité, mais aussi financés par des achats directs, si vous voulez, dans le jeu. C'est un petit peu ce qu'a fait Scopely avec Monopoly Go, Scrabble ou Marvel Strike Force, qui rapportent chacun d'entre eux des dizaines de millions de dollars par mois. Donc les enjeux sont dingues. Alors venons-en quand même à l'actualité, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Il nous reste que 2 minutes. Et donc l'actualité, c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà. Iriol. Voilà. Vaudou vient de faire une acquisition majeure. C'est la plus grosse acquisition de Vaudou ever. 500 millions d'euros, non pas pour acheter un studio de jeu, mais pour acheter un réseau social qui s'appelle BeReal. Ouais. Alors, ce réseau social, il est un peu particulier. Bon, déjà, il revendique quand même 5 millions d'utilisateurs par mois, ce qui est quand même assez conséquent. Il est français. Il est français. La population d'utilisateurs est
plutôt jeune, donc très proche avec le bassin, j'ai envie de dire, de joueurs ou de clients, si vous voulez, de Vodoo. Et le principe, il est simple. Vous recevez une notification sur votre téléphone une fois par jour et vous avez 2 minutes pour prendre une photo, à la fois caméra avant et à la fois caméra arrière, et la partager avec votre réseau. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas voir les photos de vos contacts. Parce qu'on doit être dans sa réalité. Exactement. On ne triche pas. Ouais. Absolument. Et le réseau a connu un essor incroyable parce qu'il y a eu des célébrités de la NBA, du PSG, même politique. Gabriel Attal est sur ce réseau. Et donc, ça a contribué, si vous voulez, à sa popularité. Alors... Pourquoi Vodoo avec Biriol ? Eh bien, ça, c'est intéressant parce que Vodoo dit « Moi, je suis le champion de la monétisation des jeux vidéo ». Mais en fait, je ne suis pas le champion de la monétisation des jeux vidéo, je suis le champion de la monétisation des applications. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que quand même, les mécaniques du jeu vidéo peuvent dépasser, si vous voulez, les mécaniques de monétisation de sa propre catégorie. Et en fait, c'est quelque part un pari quand même, parce que investir dans un réseau social et ne pas investir dans le jeu vidéo, ça veut dire quand même que le réseau social va plus vous rapporter que le jeu vidéo. Donc c'est déjà un premier message. Le second message, c'est aussi un des éléments du pari, c'est que bien monétiser un jeu, c'est une chose, bien monétiser un réseau social, c'est autre chose, parce que les codes publicitaires du réseau social, c'est pas les mêmes formats. C'est pas la même pression publicitaire, c'est pas forcément les mêmes annonceurs, parce que la pub dans les jeux vidéo, c'est plutôt de la programmatique. Si on veut avoir un réseau social haut de gamme, c'est plutôt du direct. Bref, c'est un gros pari. La plus grosse acquisition de Vodoo, moi je leur souhaite évidemment le meilleur, et je sais que c'est aux audacieux que reviennent les mains pleines. Donc je suis plein d'espoir pour Vodoo. Vous dites ça sur la chaîne des audacieux, donc c'est parfait. Absolument. Merci. Merci Delphine. Merci Guillaume. Guillaume Monteux, président de Gatsby.